France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 7 février avec cette question du jour, c'est Matignon qui aurait provoqué l'enquête sur les sources de Mediapart dans l'affaire Benalla. Selon vous, l'exécutif porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs? On en parle avec vous dans quelques minutes au 01 40 33 9000. Vous répondez bien entendu à cette question sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Algérie, le 5e mandat probable du président Bouteflika, est-ce raisonnable? On en parle là aussi avec vous tout à l'heure. On attend vos réactions à 17h au 01 40 33 9000. Sujet de société, près d'un mariage sur 3 se termine par un divorce. Comment élever ses enfants seuls? Vous pourrez témoigner tout à l'heure, vous mesdames et mesdemoiselles, mais aussi messieurs, peut-être privés aussi de vos enfants, suite parfois à des allégations calomnieuses de vos ex qui vous privent de vos enfants et vous fait goûter donc à ce fameux un week-end sur 2. Jusque 18h, c'est parti pour votre LGF, soyez-en les bienvenus. Le LGF, le grand forum, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce jeudi. Nous sommes le 7 février, j'espère que vous allez bien et on a une revenante aujourd'hui. Oui, Nargis, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait un long moment là. Oui, t'es parti en Algérie. à Alger pendant 2 mois et demi. C'est ça, exactement. Tu es revenue vivante, tout va bien. Vivante, voilà, en un seul morceau. Oui, tout va bien, tout va bien. Bon, on rappelle que t'es en études d'histoire. C'est ça. Et que tu prépares un mémoire. Un mémoire cette année encore, ouais. Ouais, sur la période. Sur toujours sur le mouvement d'octobre 1988 en Algérie. Bon, formidable. Voilà. Et justement de l'Algérie, dans sera question dont on a vu trancher tout à l'heure. Complètement. De quoi va-t-on parler plus précisément? Le titre, c'est Vous n'êtes pas notre Algérie. Vous n'êtes pas notre Algérie. Oula, ça sent l'offensive là. Ça sent l'offensive, ouais. Tout à l'heure, tiens, info qui est tombée tout à l'heure, c'est une crise diplomatique entre la France et l'Italie, puisque la France a rappelé son ambassadeur à cause des accusations répétées et des déclarations outrancières de la part de son homologue italien. Donc c'est une crise en vue entre la France et l'Italie, c'est du jamais vu, hein. Donc voilà, après les déclarations de Salvini sur les gilets jaunes, etc., les rencontres aussi qu'il y aurait eu. Donc affaire à suivre cette histoire de crise diplomatique et donc le rappel de l'ambassadeur, ce à quoi Salvini a répondu cet après-midi qu'il ne voulait pas de dispute et qu'il était prêt à rencontrer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui, qui est en Bourgogne à la rencontre des jeunes aujourd'hui dans le cadre du grand débat. Donc voilà, mais aujourd'hui nous allons parler de Mediapart, de Matignon et de l'affaire Benalla. D'un rien, on fait quelque chose. On fait quelque chose auprès de qui? Le procureur de la République, il faut que nos compatriotes le comprennent, concitoyens. Le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Le parquet et le procureur de la République de Paris a été nommé. Ils ont rejeté 3 candidats qui étaient choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et ils ont choisi, en l'occurrence, Monsieur Macron et Monsieur Philippe, un candidat qui leur allait, qui leur convenait, Monsieur Rémy Hetz, qui leur est dépendant hiérarchiquement. Donc il lui envoie ça. Et ce monsieur décide. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de plainte, il n'y a personne qui parle d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Mediapart n'a révélé que des informations d'intérêt public, décide le vendredi d'organiser une perquisition que nous allons bloquer le lundi à Mediapart. Vous pensez que c'est une tentative de quoi? D'intimidation, de pression? Pas contre nos sources. Oui, c'est-à-dire, il cherche en fait qui a parlé à Mediapart. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que, comme on se le dit toujours, quand il y a un feuilleton, on commence à se perdre. Donc attention, ne nous perdons pas. Revenons à l'essentiel. Mediapart révèle quoi dans le feuilleton Benalla? Que Monsieur Benalla écrase, juste quelques jours après avoir été mis en examen, en violation de leur contrôle judiciaire, qui leur interdit de se rencontrer, se rencontrent. Non seulement se rencontrent, mais discutent de comment effacer des preuves, comment les dissimuler, comment manipuler la justice. Et deuxièmement, ils discutent de leur implication commune dans une affaire qui n'est pas mince, un contrat avec un oligarque russe proche de M. Poutine, soupçonné de liens avec les pires mafias moscovites, qu'ils ont conclu. Et ils ont touché de l'argent pour ça, 300 000 € au total dispatchés entre les uns et les autres, pour sa protection, et qu'ils ont conclu alors que M. Benalla est à l'Élysée, donc pour tous les protagonistes, c'est que l'Élysée est d'accord, et que M. Kras est à En Marche, permanent d'En Marche. Qu'est-ce que je veux dire? On s'occupe de Mediapart,
On s'occupe des sources de Mediapart. Je parle du parquet, je parle de Matignon, je parle du pouvoir exécutif, de la présidence de la République, du Premier ministre, etc. On est une semaine après nos révélations. On s'est occupé de la violation du contrôle judiciaire. Vous en avez entendu parler ? Toujours pas. Ils ont été convoqués ? Toujours pas. Edoui Plenel hier soir sur BFM TV, ma chère Nargis, c'est un véritable feuilleton, cette affaire Benalla, qui à chaque jour révèle des nouvelles infos. Matignon, donc, qui serait derrière donc cet appel de perquisition lancé donc contre Mediapart lundi. Est-ce qu'on a suivi un peu l'affaire Benalla, Alger ? Moi personnellement non. Ouais. C'est pour ça quand tu disais feuilleton, c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression de débarquer, d'avoir raté au moins 2 saisons. Mais donc voilà, donc non, Benalla, j'ai pas trop suivi à Alger, mais depuis que je suis rentrée, du coup, je me suis un peu remise à jour. Et là, Matignon qui déclenche l'enquête, c'est vraiment. Enfin, tu le dis. Enfin, avec ta question du jour, je trouve qu'elle est vraiment. Elle pose vraiment le problème, c'est que oui, hein, ça crée un problème. Et ben la question du jour, la voici. Hein, c'est Matignon donc qui aurait provoqué l'enquête sur les sources de Mediapart dans l'affaire Benalla. Selon vous, l'exécutif porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs ? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, mais aussi en nous appelant 01 40 33 9000. Et vous êtes unanime, hein, 91% le penser sur Facebook, 92% sur Twitter, le grand forum FM2. Vous continuez de voter. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bien sûr que ça porte, que ça me remet en question la séparation des pouvoirs. Si on a séparé les pouvoirs, c'est bien pour qu'il y ait une sorte d'impartialité de la justice. Et là, on se retrouve avec le gouvernement qui complètement impliqué, donc déjà avec l'affaire Benalla, qui remet en question tout ce système-là. Alors, on rappelle, bien sûr, c'était la fameuse phrase « Tu vas les bouffer, tu es plus fort qu'eux ». Souvenez-vous donc les mots d'Alexandre Benalla, c'est en reprenant les termes de son ancien patron Emmanuel Macron. C'est un enregistrement donc Mediapart s'était procuré la semaine dernière. La question désormais qui se pose, qui a pu transmettre ces bandes sonores au site d'information, question à laquelle la justice s'intéresse fortement. Il semble qu'à nouveau cela touche de près le pouvoir, puisque hier la responsable de la sécurité du Premier ministre était entendue par la police. En interrogeant donc la responsable de la sécurité du chef du gouvernement, les enquêteurs veulent faire la lumière sur la provenance des enregistrements et tenter de retrouver qui est à l'origine donc de ces bandes. Des bandes sonores dans lesquelles Alexandre Benalla, rappelons-le, assure à Vincent Kras qu'il a le soutien total du président de la République. Et cela alors qu'au même moment, l'exécutif se désolidarise publiquement des deux hommes. Aujourd'hui, donc, les policiers soupçonnent la chef de la sécurité du Premier ministre d'avoir enregistré et diffusé cet échange. Une version contestée par l'intéressé qui reconnaît avoir reçu l'été dernier Alexandre Benalla à son domicile parisien, mais qui dit ne plus se souvenir si Vincent Kras était présent lui aussi. Difficile en tout cas pour l'instant de remonter avec certitude l'auteur de ces enregistrements. Lundi, on rappelle que le parquet avait tenté de perquisitionner les locaux de Mediapart afin d'identifier donc la provenance des bandes sonores, une perquisition à laquelle les journalistes du site d'information s'étaient opposés au nom de la protection du secret des sources. C'est important, évidemment, le secret des sources, Nargis. Et Mediapart, pour le coup, est dans son bon droit, là. Hein. Bah, complètement. Moi, ce qui me... La question que je me posais, c'est est-ce que c'est la première fois que Matignon du coup déclenche une enquête contre Mediapart sur l'origine de ses sources? A priori, oui, c'est la première, oui. Je trouve que c'est pas du tout anodin dans le cadre d'une affaire aussi énorme que celle de l'affaire Benalla. Je pense que dans cette action, il y a quelque chose à voir. Ça révèle complètement je sais pas si ça révèle une inquiétude par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que révèle l'affaire Benalla, mais en tout cas, ça révèle toute la profondeur de l'implication du gouvernement et de plusieurs membres du gouvernement dans l'affaire Benalla. En tout cas, vous nous appelez pour nous donner votre avis qui nous intéresse pour ce sujet, bien sûr, au 01 40 33 9000, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
eh bien n'hésitez pas à nous passer un coup de fil parce que votre avis nous intéresse et répondre à cette question. Donc sur les sources de Mediapart dans l'affaire Benalla, selon vous, l'exécutif porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs? C'est la question qu'on peut très nettement se poser et légitimement se poser aujourd'hui. Et c'est la question à laquelle tenté de répondre hier à Louis Plenel, le patron de Mediapart, chez nos confrères de BFM TV. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse pour le coup. Alors pendant ce temps-là, l'affaire Benalla qui n'en finit pas, bien sûr, eh bien Emmanuel Macron, lui, poursuivait ses échanges en tête-à-tête avec les chefs des groupes et de partis hier. Il avait rendez-vous notamment successivement avec deux personnalités bien différentes d'un point de vue politique, la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. Réaction de ce dernier après son échange avec le chef de l'État. Écoutez ce qu'a dit Mélenchon à la sortie de son entretien avec le président. J'ai voulu attirer son attention, comme c'est mon devoir, sur le niveau de violence de la répression. Maintenant, je ne sais pas vous dire quel effet ce genre de plaidoyer fait sur le président. Comme c'est un homme assez affable, il donne le sentiment de s'intéresser à ce qu'on lui dit. Mais bon, je milite politiquement depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Quant à la question du référendum, il ne m'a pas paru totalement déterminé à en organiser. Alors ce qui est très surprenant, parce que j'avais lu dans la presse que ça avait l'air de le passionner, mais c'est pas le cas. D'après Mélenchon, voilà, pas très passionné. Concernant le référendum que Macron souhaiterait mettre en place, c'est donc Emmanuel Macron à l'Élysée. Propos recueillis donc par BFM TV. Jean-Luc Mélenchon qui a été reçu hier, on l'a vu vraiment pas très enthousiaste après l'entretien avec Emmanuel Macron, c'est le moins qu'on puisse dire. Il en est d'ailleurs de même avec Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui, vous le savez, aujourd'hui est en Bourgogne à la rencontre des jeunes. Ce grand débat, cette crise des gilets jaunes, ma chère Nargis, tu l'as suivi là aussi de loin. Oui. On en parle beaucoup en Algérie? Oui, les Algériens étaient très intéressés par cette question-là. C'était vraiment, ils me faisaient souvent la remarque quand je disais que je venais de France. Ah, mais là en ce moment c'est chaud, la France, les gilets jaunes, force à eux. En gros, c'était un peu le discours qui était tenu. Oui, j'ai suivi de loin. C'est un mouvement sur lequel j'ai encore du mal à vraiment me positionner. Parce que c'est un mouvement qui est assez complexe, mais qui est très intéressant, je trouve, à observer. Ouais. Pourquoi il est intéressant? Je trouve que d'un point de vue observer en tant que mouvement social, il est intéressant dans le sens où pour une fois c'est pas les acteurs habituels des mouvements sociaux, c'est pas né des acteurs habituels qui ont l'habitude, je pense notamment aux militants, aux syndicats, etc. Là c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est venu c'est sorti de la rue, etc. Donc c'est intéressant. Et après sur la forme que ça a pris, sur l'ampleur que ça a pris, sur la persévérance aussi qu'il y a dans ce mouvement-là, c'est par rapport à tous ces points-là que je trouve le mouvement des gilets jaunes très intéressant à suivre. Nous sommes avec Karim au 01 40 33 9000. Bonjour Karim. Bonjour mon cher Christophe, si je suis un peu essoufflé, tu t'inquiètes pas, je suis en train de faire du sport. Et bonjour à ton invité. Bonjour, elle s'appelle Nargis. Bonjour Karim. Alors. Tu fais du sport à ton âge? Ah justement, c'est parce que je suis vieux que je fais du sport. Ah bah c'est très bien. Je passe mon temps à boire et à fumer. C'est moins malin. Voilà. Bon, alors Karim. Je vais faire une petite parenthèse avant. Dis donc, ce matin, sans le faire exprès, je suis tombé sur ta radio parce que j'écoute jamais France Maghreb le matin. Ouais. Mais j'étais étonné, il y a une matinale maintenant, depuis quand? Ah bah il y a depuis longtemps mon ami. Et puis c'est pas du tout les mêmes programmes, c'est blindé de publicité. J'en revenais pas moi ce matin. Ah bon? Je croyais que j'étais sur RTL. Non, tout va bien. T'étais sur France Maghreb 2. Bon, parenthèse refermée Karim. Ouais, non mais moi, l'affaire Benalla, je te dis honnêtement, ouais. J'en ai par-dessus la tête. Ouais. Et moi, je voudrais juste poser une question et après je vous laisse tranquille. Ouais, pose-nous une question, Karim. Est-ce que si ça a été appelé Alexandre Azoulay ou Lévy, on en aurait autant parlé? Est-ce que la justice serait enquêtée? Est-ce que Mediapart aurait publié un article? Ouais, attends, moi Karim, attends, je te pose une autre question, moi. Ouais. Est-ce que tu trouves normal que ce monsieur, après tout ce qu'il aurait fait, au travers de ce qu'on a comme quand même info, notamment d'avoir tapé des manifestants le 1er mai à Paris, il est toujours en liberté, tranquillement, jamais interrogé. Enfin, après avoir menti visiblement au Sénat, à la commission du Sénat, il s'en sort plutôt pas mal, non? Il continue de fanfaronner. C'est quand même. Si on compare avec le boxeur des CRS, des Tanger, lui, il est en prison. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il s'en sort beaucoup moins bien que les mecs de la LDJ qui ont flingué des gens, par exemple. Ah oui, non, mais eux, c'est des danseuses, c'est pas pareil. Ah bah ouais, mais bon. Ouais.
Voilà, moi je pose simplement une question. Ce type, si c'était appelé autrement, je suis à peu près convaincu qu'on n'aurait rien fait parce que les gens auraient crié à l'affaire Dreyfus et compagnie, et on aurait Non mais dans l'affaire de Matignon là qui intervient pour demander une perquisition auprès de Mediapart, ça pose quand même question, Karim, non? Une question, Christophe. Est-ce que tu trouves normal qu'il y a des gens en France qui sortent des livres sur les musulmans et leur livre il est bourré de genre, alors voilà un éducateur, égal anonymat, et il révèle des trucs vraiment dégueulasses qui sont faux. Voilà un chauffeur de taxi, voilà un médecin, voilà, je sais pas moi, un directeur d'école. Et tous ils veulent garder l'anonymat, donc on peut pas vérifier si c'est vrai, et ils balancent que des saloperies sur les musulmans. Pourquoi eux ils auraient le droit de garder leurs sources et pas les autres? Je prends par exemple... Mais tu réponds pas à ma question, Karim. Ouais. Ah, la France soumise. C'est truffé d'anecdotes et soi-disant de témoignages. Et personne n'a le droit de vérifier si ces témoignages sont vrais. Mais Karim, par rapport à cette affaire de Matignon là, et par rapport à la séparation des pouvoirs là, qu'est-ce que t'en penses, franchement? La séparation des pouvoirs. Tu sais très bien. Ah non, mais je sais pas, moi je te pose des questions. Hein. J'ai fait beaucoup de droit constitutionnel. Ouais. Faut pas confondre ce qu'on vous enseigne sur les bancs de l'amphi et ce qui se passe. Par exemple, dans la Constitution, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le président de la République n'a pas le droit de se rendre au Parlement. Eh ben, il le contourne en convoquant le Parlement. C'est pas plus compliqué. Hein. Bon, merci Karim. Continue ton sport. Bon courage, au revoir. Tranquille, à bientôt. 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse donc. Selon vous, l'exécutif donc porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs dans cette affaire? Et après les demandes de Matignon, donc concernant la demande de perquisition dans les locaux de Mediapart, vous nous appelez pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000 et vous votez bien sûr sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le Grand Forum FM2 et là vous êtes unanime, je rappelle 91% à le penser, oui. Sur Facebook 92% sur Twitter le Grand Forum FM2 et vous continuez bien sûr de nous donner votre avis en nous appelant au 01 40 33 9000. C'est vrai que cette affaire Benalla commence à gaver quoi. Ben, ça gave et en même temps c'est aussi intriguant, enfin parce que moi j'ai l'impression que vraiment que c'est quelque chose d'énorme qui est en dessous, que ça donne aussi un côté encore plus sombre à tout ce qu'on pouvait penser sur ce qui se passe dans les coulisses, on va dire, de la politique française. Donc en même temps ça gave et en même temps je trouve que ça inquiète et ça frustre aussi de voir que cette affaire-là finalement traîne en longueur et que jusque là on n'est pas satisfait par rapport à ce qui a été, enfin aux mesures qui ont été prises contre Benalla. Méziane est avec nous, salut papy. Oui, salut. Salut le petit-fils. Comment ça va Méziane? Bon, on fait aller. Bon. Alors, par rapport à l'affaire Benalla, oui. Je me demande qu'est-ce qu'on attend pour avoir une idée claire. Maintenant, bien entendu, il peut y avoir des choses qu'on ignorera tout le temps, mais il y a un truc qui est quand même vrai. C'est que ce gars-là a passé ses droits, il a quand même tabassé des manifestants, oui. Il a donc dépassé toutes les lois, du comment on appelle ça, de ce qu'il a le droit, de ne pas le droit, et en plus là, ce qu'a fait Edoui Plenel, enfin son journaliste, son enregistrement, il n'y a pas photo, c'est clair, ce sont des gens, ils veulent détruire le dossier concernant... Oui, ils veulent dissimuler les preuves. Voilà, le russe. On reconnaît bien que c'est sa voix. Maintenant, on est en train de pinailler sur la procédure, est-ce que c'est légal et pas légal. Ouais. Mais en fait, on est en train de chercher la forme, mais c'est le fond qui est le plus important. Le fond, il est clair qu'ils ont magouillé, qu'ils cachent quelque chose de grave. Ouais. Enfin, de grave, relativement, par rapport au droit. Ce sont des gens qui ont magouillé, maintenant ils jouent sur les procédures, et en fin de compte, ils jouent sur la forme. Il ne joue pas du tout sur le fond. Le fond est clair. Je voudrais rajouter juste un truc par rapport à hier. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Méziane? Concernant Enrico Macias. Oui. Bien, écoute, ce gars-là, je l'ai entendu aussi, moi, sur RMC. Oui. Lorsqu'il disait qu'il voulait rendre hommage à Martou Blounès, à la communauté kabyle. Oui. Il faut noter une chose, c'est que Bernard-Henri Lévy est allé plusieurs fois en Kabylie. Et je crois que il y a quand même une coïncidence entre le fait de vouloir mettre de l'huile sur le feu en Algérie. Et c'est pas anodin. Évidemment. Merci, Méziane. Merci, au revoir. Ciao. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Oui, on parlait d'Enrico Macias hier et de cet appel au boycott
lancé contre sa venue au Maroc le 14 février à Casablanca. Et on écoutait dans l'extrait où il disait regretter de ne pas évidemment aller en Algérie, n'ayant jamais remis les pieds en Algérie depuis son départ, c'est-à-dire depuis 61. Voilà, donc Enrico Macias, c'est pas vraiment une priorité du peuple algérien pour le coup. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Bon, alors 01 40 33 9000 évidemment pour continuer vos avis sur cette affaire Benalla. Et pendant ce temps-là, François Hollande, vous savez celui qui était président de la République jusqu'en 2017. Eh bien, il était hier, il connaît une conférence hier soir devant des étudiants de Sciences Po. L'ancien président qui s'est exprimé à cette occasion-là sur tous les sujets du moment, notamment évidemment la crise des gilets jaunes, à l'occasion pour lui d'adresser un tacle, évidemment sans le citer, tacle adressé à son ancien ministre de l'économie, devenu président de la République, Emmanuel Macron. On écoute François Hollande hier à Sciences Po. Il n'y a rien de pire que pour un citoyen de se faire donner la leçon par ceux qui ne vivent pas dans les mêmes conditions, en disant quand même, vous êtes un citoyen, vous êtes un responsable, vous êtes conscient du climat, vous pouvez payer plus cher votre carburant, vous rendrez un service à la planète. Quand vous entendez ça dans une campagne un peu reculée, il faut avoir une haute conscience écologique pour l'accepter. Donc les leçons de morale ne peuvent pas être entendues. Incroyable, hein, François Hollande, donc devant les étudiants de sciences politiques hier, taclant au passage, vous avez remarqué sans le citer, son ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Oui, non mais c'est le jeu des politiciens, même quand ils, enfin, bien sûr que ça, c'est pas étonnant qu'ils taclent Macron à la première occasion qu'il a de s'exprimer sur cette crise, qui, je trouve, a été très très mal gérée par Macron d'ailleurs. Hein, je trouve que le discours, alors j'ai plus la date en tête, mais le discours qu'il a prononcé justement censé calmer la crise. Début décembre. Voilà, début décembre. C'était, je l'ai trouvé absolument scandaleux et très 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 éloigné du peuple et de ses revendications, quoi. Ouais. Et on n'en a pas terminé et on est en plein grand débat en ce moment avec 500 000 contributions un petit peu partout en France et Emmanuel Macron qui participe donc aujourd'hui à une rencontre avec les jeunes du côté de Autun en Bourgogne aujourd'hui. Tiens, information à propos de l'incendie qui s'est produit, vous le savez, dans la nuit de lundi à mardi dans le 16e arrondissement de Paris. La dame qui a été interpellée et qui a été placée en garde à vue et qui ensuite a été admise à l'infirmerie de la préfecture, infirmerie psychiatrique, eh bien, elle a été de nouveau replacée en garde à vue. C'est ce qu'on vient d'apprendre il y a à peine une petite demi-heure, donc de nouveau placée en garde à vue. Elle nie les faits, hein. Elle nie totalement les faits, d'être à l'origine en tout cas de l'incendie. Elle parle d'un véritable trou noir en rappelant qu'elle était sous emprise de l'alcool et de médicaments et qu'elle a fait quand même pas moins de 13 séjours en hôpital psychiatrique à Sainte-Anne, et le dernier séjour, elle en est sortie le 23 janvier dernier, c'est-à-dire quelques jours avant cet incendie qui s'est produit, je le rappelle, mardi matin et qui a fait 10 morts quand même. Et au niveau de l'hôpital, on a quelque chose, enfin les hôpitaux, ils ont, du coup c'est Sainte-Anne l'hôpital. Ouais, apparemment Sainte-Anne. Et ils ont dit quelque chose sur sur cette action. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'éléments. L'enquête est en cours évidemment concernant son suivi. On en parlait hier aussi d'un problème peut-être ou pas de suivi de la part de malades psychiatriques. Bah oui. Ça pose vraiment beaucoup de questions en tout cas dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, donc c'est un véritable drame qui s'est déroulé à Paris. C'est 10 morts, c'est ça? 10 morts. Ah, absolument. Énorme. 10 morts. Énorme. Ouais. 10 morts et une trentaine de blessés, des pompiers qui ont fait d'ailleurs un travail extraordinaire. Parce que pour situer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs, c'était un immeuble dont les pompiers avaient accès par la cour, donc ça complique les choses dans le sens où les camions peuvent pas rentrer. Donc ça a nécessité un exercice un peu particulier. Et ils ont bien fait comme il se doit leur travail, les pompiers de Paris. Et saluons-les d'ailleurs. Voilà, bon, allez, dans un instant, on va aller chez toi, ma chère Nargis, puisque tu y as passé 2 mois et demi à Alger, en Algérie. T'as fait aussi un petit tour du côté du sud. C'est ça, du côté de Janet, donc vraiment l'extrême sud. Il paraît que c'est à faire. Hein. C'est vraiment à faire. Franchement, je conseille à tous ceux qui nous écoutent là, je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion d'y aller. C'est un cadre absolument incroyable. Enfin, les paysages sont à la fois apaisants et rassurants. Enfin, vraiment, c'est vraiment à faire. Et les gens aussi sur place sont vraiment hyper accueillants. Il paraît qu'on boit que du thé là-bas. Ah ouais. Et du thé particulièrement amer et en même temps sucré. Faut méditer là-dessus sur un thé aussi amer que sucré.
Très bien, très bien. Et il a fait chaud? Ouais, bien, bah oui. Mais ceci dit, moi j'y étais en décembre et c'est la meilleure période pour y aller parce que il fait chaud, mais il y a quand même un vent qui permet de supporter. Et alors, il paraît que le Sahara, c'est au moins à faire une fois dans sa vie. Oui, bien sûr. C'est ce paysage où on n'entend rien, il n'y a pas de bruit. C'est ça, en fait, c'est le silence qui est absolument, qui est à la fois effrayant et en même temps fascinant. Vraiment, c'est ce qui ressort, et vraiment l'immensité des paysages. Enfin, c'est des falaises colossales, un désert qui s'étend à perte de vue. C'est vraiment ça invite à la remise en question, à la spiritualité, je trouve. Très bien, très bien. Ça donne envie en tout cas, hein. Ça donne envie d'y aller, messieurs dames. Je sais pas ce que vous en pensez là après cette dure journée de labeur et dans la pollution parisienne et pour ceux qui habitent Paris, bien sûr. Ah oui, ça fait un immense bien au poumon aussi. Un immense bien au poumon, oui. Je pense que là, t'as pris. On le ressent, hein. Ouais, d'ailleurs, t'as vu, qu'est-ce que t'as là? Un bon microbe. T'es revenu à Paris avec un bon microbe. C'est la grippe. Voilà. 01 40 33 9000. Donc, dans un instant, on va se poser la question parce que vous le savez, l'alliance présidentielle en Algérie a annoncé que Bouteflika pourrait briguer un 5e mandat. Est-ce bien raisonnable? C'est la question que l'on va se poser ensemble dans un instant, juste après ton avis tranché. Le titre, on le rappelle? Ce n'est pas votre... Vous n'êtes pas notre Algérie, pardon. Vous n'êtes pas notre Algérie, c'est le titre de ton avis tranché. C'est ça. Et juste après, auditrice, auditeur, vraiment, on en parle. Et en toute tranquillité et liberté, donc de ce 5e mandat de Bouteflika. Précisons d'ailleurs que ça devrait être confirmé ou non d'ailleurs le 24 février parce qu'on a appris que le président de la République Abdelaziz Bouteflika pourrait justement aller inaugurer cette grande mosquée d'Alger que tu as peut-être vu d'ailleurs. Oui, que j'ai vu en construction, elle était encore en construction. Hein, et apparemment elle devrait être inaugurée le 24 février prochain, donc c'est bientôt. Mais vraiment pas belle. Hein, Ah ouais. Je tiens à donner mon avis sur la question. L'espèce de minaret énorme, c'est un bloc absolument pas raffiné. Enfin, j'ai pas compris là le choix esthétique. Et puis le nouvel aéroport aussi d'Alger qui va être inauguré. Ah oui, ouais, ok, d'accord. En même temps que la grande mosquée. Apparemment, ouais. L'aéroport est cool. L'aéroport est cool. Ouais. Bon, j'aime un peu plus. En tout cas, le président de la République Abdelaziz Bouteflika devrait sortir donc le 24 février et devrait confirmer ou pas sa candidature pour un 5e mandat à 2 mois des élections présidentielles algériennes. Au mois d'avril, rappelons-le, 01 40 33 9000, le 5e mandat, est-ce raisonnable? C'est la question que l'on se pose dans un instant et à laquelle on va tenter de répondre. Et puis, aussi témoignage, hein, tout à l'heure, on va parler d'un sujet un peu plus léger, mais ô combien aussi important et qui peut être dramatique aussi à bien des sens. On va parler, vous savez qu'il y a des chiffres qui sont assez éloquents. Un mariage sur 3 se termine en divorce. Je sais que t'es pas encore mariée, donc tout va bien, ma chère Nargis. Mais la question se pose parce qu'on a tous autour de nous des femmes que l'on connaît qui élèvent seules leurs enfants, parfois avec beaucoup de difficultés, devant travailler, et puis parfois même je connais certaines femmes qui font plusieurs travails pour venir à bout et élever leurs enfants en même temps, leur accorder du temps, ce qui est pas facile. Des familles donc des monoparentales de plus en plus donc présentes. Mais aussi, n'oublions pas les papas qui sont privés de leurs enfants et qui goûtent malheureusement à ce fameux un week-end sur 2 au mieux. Et puis ceux qui ont fait le choix aussi de la garde alternée, bref. Et les enfants aussi. Et les enfants qui en payent les conséquences. Ah oui. Vos témoignages nous intéressent, vous pourrez nous les donner tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles, mais aussi messieurs. Justement, vous avez dû goûter à ce divorce. Eh bien, vous nous en parlez pour nous dire un petit peu comment vous avez fait, comment vous faites pour vous reconstruire, parce que parfois ça laisse des traces, des conséquences sur une vie, un divorce et une famille déchirée. 01 40 33 9000 pour vos témoignages, mais juste auparavant, l'Algérie et le 5e mandat, est-ce bien raisonnable? Le grand forum, on est là, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, tous les jours, ravi de vous retrouver. Puis on est là aussi, comme le disait tout à l'heure Karim, le matin aussi, 24 heures sur 24, pour ceux qui veulent en bénéficier, en l'occurrence les Parisiens, parce que les autres en province, ils ont la chance de nous avoir 24 heures sur 24. Pour les Parisiens, l'application à télécharger, France Maghreb 2, bien sûr, c'est tout léger, c'est tout tranquille, tout sympa. Et vous pouvez ainsi bien bénéficier de votre radio H24, là où vous vous trouvez. Et en plus, également voir et consulter les articles de notre site sur l'application www.francemaghreb2.fr. N'hésitez pas. Voilà, ça travaille dur, ça y va, ça informe, c'est bien, c'est un peu notre devoir. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter, les réseaux sociaux aussi sur Facebook, France Maghreb 2, une page très très bien alimentée d'ailleurs. Et
sur Twitter aussi, F Maghreb 2. Voilà, pour être tout à fait complet. Et puis sur Instagram aussi, voilà, parce que on fait pas les choses à moitié sur Instagram. Sur tous les fronts. Sur tous les fronts, on est là, France Maghreb 2, plus que jamais présent partout. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter, notamment le matin. Je suis là moi aussi. Ouais, je passe ma journée à la radio. Ta deuxième maison. C'est ma femme qui est ravie. Bon, alors, on va passer maintenant à ton avis tranché. Je rappelle cependant la question du jour. La question du jour, c'est Matignon, donc qui aurait provoqué l'enquête sur les sources de Mediapart dans l'affaire Benalla. Selon vous, l'exécutif porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez aujourd'hui sur Facebook, justement, France Maghreb 2, tiens, et sur Twitter, le grand forum FM2. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour l'instant, vous êtes 91% à le penser sur Facebook, 92 sur Twitter, le grand forum FM2. Vous continuez de voter, bien sûr, pour leur direction l'Algérie avec l'avis tranché de Nargis. Et le titre de cet avis tranché, vous n'êtes pas notre Algérie, signé Nargis. Alors de nouveau, Abdelaziz Bouteflika est désigné comme candidat à la présidentielle prévue pour avril 2019 selon cette coalition au pouvoir. Mais de quelle coalition s'agit-il quand tout le monde sait qu'ils sont tous de la même trempe, celle du pouvoir sans partage, de la rente, des intérêts personnels, loin, très loin de la justice sociale dont se vantait l'Algérie dès le lendemain de l'indépendance. En 99, Bouteflika s'installait au pouvoir dans un contexte de violence qui ne dit toujours pas son nom, en se présentant comme l'homme garant de la concorde nationale. 20 ans plus tard, de quoi est-il le garant ? Ce qui me peine pourtant, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie ressurgit relativement sur la scène médiatique et tout d'un coup, tout le monde veut comprendre ce pays qui s'ignore lui-même. Et ce qui me peine donc, c'est que ce sont ces élections qui ravivent l'intérêt pour l'Algérie, alors même qu'il me semble qu'elles sont secondaires pour les Algériens eux-mêmes, tant qu'il est admis qu'elles ne changeront rien à la situation du pays et de ses habitants. Il y a tellement plus à dire sur l'Algérie que de témoigner simplement de l'appréhension, de spéculer sur son avenir, en ne posant sa focale que sur cette politique politicienne, acte souvent passif devant la situation actuelle. L'Algérie, c'est beaucoup plus que juste un système qui se reconduit. L'Algérie, c'est avant tout son peuple, ingouvernable, qui a 300 colères par jour, comme disait Felleg. C'est un peuple qui ne cesse d'être révolté, qui n'accepte pas sa condition, malgré un État répressif et violent. De 1962 à 2019, résistance clandestine, manifestations, contestations, grèves, émeutes. Le combat pour une Algérie réellement juste, autosuffisante et qui se respecte n'a jamais cessé. Des militants clandestins des années boumediennes aux youtubeurs des années 2010, en passant par les bouches cousues des chômeurs de Ouargla en 2016, l'Algérie est un pays qui ne cesse de crier sa révolte, mais qui est souvent laissé à son triste sort. Dire que ce pays stagne, c'est se montrer dur et intransigeant, c'est manquer de recul sur un pays qui n'a, ne l'oublions pas, que 57 ans, et qui s'est déjà tellement battu, qui a déjà tellement vécu et pourtant tellement souffert. Plutôt que d'être affolés, soyons confiants et investis, conscients et responsables de notre pays, de celui de nos parents ou de nos grands-parents si l'on s'en sent concerné. Se sentir humilié par ce président croulant, c'est finalement déjà lui donner plus de poids qu'il n'en a. Ces élections ne feront que témoigner de la dépossession des Algériens de leur propre patrie, alors boycottons-les, faisons le choix de ne pas choisir cette pseudo-coalition comme représentante, ignorons-les et choisissons nos représentants en marge de ces urnes de pacotille. Ce sera au moins donner plus de voix et donc plus de poids à tous ces héros du quotidien. Croyons en eux et croyons en nous. Alors oui, ces élections sont importantes, mais elles ne devraient en aucun cas faire plus parler que ceux qui cherchent à faire porter leur voix pour la liberté et la justice. Je voulais donc rendre hommage aujourd'hui à tous les Algériens qu'on oublie et qu'on insulte chaque fois que nous pensons l'Algérie comme celle que le pouvoir nous vend. Car ce n'est pas notre Algérie, celle qui est jeune, dynamique et seulement bridée au quotidien, celle qui est aussi drôle que passionnée, celle qui a des défauts mais qu'on aime quand même, celle que des milliers quittent le cœur brisé. Tahia al-Jazair. Merci Nargis, magnifique. Très très bien Nargis, bravo. Merci. 01 40 33 9000, toute l'émotion et la passion dans ton avis tranché pour le coup. Hein. Bon, alors inutile de te poser la question, le 5e mandat, est-ce raisonnable ? Mais pas du tout, bien sûr que c'est pas raisonnable et ce qui est encore plus... Enfin, bien sûr que c'est complètement absurde cette situation, mais ce que vraiment le message que j'ai voulu faire passer dans mon avis tranché, c'est vraiment que pour moi, je ne veux pas accorder autant d'importance à cette élection à ces élections présidentielles, parce que en aucun cas elles ne vont représenter l'Algérie. Précisons qu'il devrait y avoir confirmation ou pas de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika
pour un 5e mandat le 24 février, puisque c'est apparemment ce jour-là où il devrait sortir pour aller inaugurer notamment la nouvelle grande mosquée d'Alger et également le nouvel aéroport d'Alger. Donc on devrait en savoir davantage. Comment va-t-il sortir dans l'état où il est, on se demande. Oui. Mais en tout cas, la question que l'on vous pose, oui, Nargis. Mais ce qui est d'autant plus absurde, c'est qu'en fait même la constitution algérienne normalement impose aux candidats aux élections présidentielles d'être en forme en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est même dans la constitution, dans les textes de loi. Enfin, techniquement, c'est une situation qui est pas viable quoi. C'est ça qui. Il se présente sans faire campagne, précisons-le. En plus. En tout cas. Campagne par procuration. Par procuration, absolument. Mourad Comme en est avec 2014, nous. soit dit en passant. Comment? Comme en 2014, c'était le cas aussi. Le 4e mandat, oui, absolument. Voilà. Mourad est avec nous et nous appelle d'où, Mourad? Ah bah il est parti, Mourad. Bon, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Est-ce bien raisonnable ce 5e mandat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, que l'on vous pose et à laquelle vous répondez en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Évidemment, on se sent concerné par ce qui se passe en Algérie, Nargis. Ah oui. Et voilà, on aspire quand même à un président qui soit capable, j'allais dire, d'aller assurer, de pouvoir défendre comme il se doit l'Algérie, de la représenter. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès d'Abdelaziz Bouteflika, s'il a été ou non un bon président, c'est pas à nous de le dire ici, mais simplement de se poser la question, étant donné qu'il est malade, il serait peut-être temps de le laisser tranquille, peut-être à un moment, et qu'il puisse, j'allais dire, terminer sa vie tranquillement et qu'on le laisse tranquille, quoi. Mais bien sûr, mais à la fois, je suis d'accord avec toi que ce serait intéressant d'avoir un candidat, en tout cas un président déjà qui tienne sur pied. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, on en a eu des présidents comme ça en Algérie, on a eu des présidents très en forme. Je pense notamment à Boumedienne, à Chadli, mais ça n'a pas suffi non plus. Donc en fait, c'est aussi. D'ailleurs, c'est un 7 système. février 79 que Chadli Benchidid a été élu président de la République. Voilà, l'ancien colonel. Oui. Abdel est avec nous, nous appelle de Goussainville. Bonjour Abdel. Ouais, salam alaikum, salut Christophe, salut à toute l'équipe, salut aux chroniqueurs qui sont avec toi et à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Je voulais intervenir, légèrement, je connais pas trop l'Algérie, si j'y vais souvent, Ouais. J'ai des belles sœurs et des beaux-frères qui sont impliqués dedans. Il y a rien à faire, mon petit Christophe. Mon petit Christophe, c'est pas lui, c'est pas lui, bon. Et ce qu'il y a autour, on le sait très bien, il y a son frère. Ça, tout le monde le sait. Mais Christophe, l'Algérie, les Algériens, ils rigolent pas. Avec ce qui se passe, les Algériens ne rigolent pas. Ceux qui sont au pouvoir, c'est pas des guignols. C'est comme ici, tu vois, Bouygues. Bouygues, il a le réseau de tout. Tu vas donner le chantier, tu le donnes à Bouygues. Il y a que Bouygues. Tu cherches pas à comprendre. Bon, c'est autre chose. C'est pas pareil. Il y a un peu de démocratie ici quand même. Mais c'est Bouygues qui le prendra. Le chantier, c'est Bouygues qui le prendra, le chantier. Le chantier a des milliards d'euros, c'est Bouygues qui le prendra. Et il te distribuera un petit morceau du gâteau. Un tout petit morceau. Et moi, je parle en connaissance de cause, j'y vais presque tous les ans. J'ai des beaux-frères, des belles-sœurs qui sont impliqués dans la politique. Pas dans son, comment on appelle ça? Impliqué comment? Pas dans son, un autre, comment on appelle ça, mince? Un autre, excusez-moi, j'ai les boules, moi aussi, mais bon, on peut pas, tu peux pas avoir affaire à des gens comme ça. Ils te fusilleraient comme un chien. Même si toi tu prends le pouvoir, même quelqu'un d'honnête prend le pouvoir, je te jure qu'il ferait pas long feu. La preuve, on l'a bien vu avec Boudiaf, c'est ça? On l'a bien vu avec Boudiaf. Rapport qui s'est fait assassiner en direct à la télé. Ouais. En 92. C'est une mafia. Tu peux pas. On laisse tranquille. En Algérie, ils se disent Inch'Allah, leurs enfants, leurs petits-enfants, s'ils rencontrent des gens honnêtes et tout ça parce que même les enfants, ils rencontrent pas des gens bien bons. J'espère qu'ils en rencontrent, mais pas beaucoup. Des gens qui les remettent à, voilà, écoute, ton père, il a fait ça, ok, y a pas de problème. Prends ce que t'as pris, restez avec vos grosses sociétés. Ils ont tout, ils détiennent tout. Tu veux faire un truc, toi, tu veux faire de l'import-export? Désolé, ça va pas, mais tu vas faire de l'import-export. Tu prends pas d'argent. C'est eux qui ont le pouvoir partout, dans tous les pays. Mais bon, les autres pays, ça se voit moins, quoi. Ça se voit moins. Dans tous les pays, Christophe, on va pas se mentir. Dans tous les pays, ils veulent tous le pouvoir. Dans tous les pays, bon, c'est pas pareil, mais voilà, le pauvre Bouteflika, s'il pouvait parler, je suis sûr, s'il pouvait,
ils renonceraient il y a longtemps, s'ils renonceraient. Mais c'est ceux qui sont derrière, il y a à manger, il y a à manger. Tu veux parler d'un clan qui veut imposer. Excuse-moi, Christophe. Ouais, sans compter ceux qui à l'extérieur, les pays extérieurs, ils attendent que le feu vert pour rentrer, pour tout bouffer là-dedans. Et il y a à manger, hein. Il y a vraiment à manger là-dedans. Hein. Merci Abdel. L'Algérie, il y a vraiment. S'ils ouvraient les frontières à tout le monde et tout le monde achèterait des lots de terrain si t'as pas la carte d'identité, parce qu'en Algérie, faut savoir que si t'as pas une carte d'identité algérienne, un lot de terrain tu l'as pas. Hein. 100 mètres carrés, ils te le vendent pas. Il faut avoir une carte d'identité algérienne pour l'avoir, le lot de terrain. Si t'es un Français, t'auras pas, avec ta carte d'identité française, t'achèteras pas un lot de terrain. Ils bloquent ça aussi. Ils bloqueraient pas ça. Bon, c'est peut-être un avantage pour l'Algérie. Ça peut être un bon truc, ça c'est autre chose. C'est un autre truc, ça, qui veut garder sa souveraineté. Merci beaucoup, en tout cas, Abdel. Et justement, toi qui reviens d'Alger, est-ce que, t'es revenu il y a un petit moment maintenant, mais quand même, ce 5e mandat de Bouteflika, on en parlait à Alger, ou on est complètement indifférent? Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'indifférence et en même temps les gens oui, les gens sont blasés parce qu'ils savent que ça va rien changer et ils savent aussi qu'ils n'auront pas d'emprise en tout cas sur la situation actuelle politique. Ils savent très bien que on les met en dehors, on les exclut complètement de ce qui se passe. Il y a zéro transparence en Algérie, c'est-à-dire que donc au final les Algériens, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, c'est qu'ils se sentent pas du tout investi par la préoccupation du 5e mandat. Alors j'ai passé un coup de fil cet après-midi à quelques amis à Alger et ils me confirment ce que tu dis, c'est-à-dire que je leur demandais est-ce que ça parle un petit peu au vu de ce qui se passe, parce que cette information est tombée la semaine dernière concernant l'alliance présidentielle qui annoncerait donc la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. Et alors les Algérois, parce que j'ai appelé Alger cet après-midi, m'ont dit non, franchement, les gens s'en tapent complètement de ce qui se passe. Ils sont limite résignés, quoi. C'est ça, c'est de la résignation. C'est de la résignation, peut-être, oui, absolument. Nous sommes avec, j'ai perdu le prénom. Voilà. Bon, qui est avec nous? Rachid Dolnay, c'est ça? Exact. Bonsoir Rachid et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir Christophe et bonsoir à ton invité. Elle s'appelle Nargis. Nargis, enchanté. Bonsoir. Je voulais intervenir d'abord, je te remercie pour la chronique que tu as fait pour la vie tranchée là. Ah, merci. Parce que là, tu nous as poussé à aller acheter des mouchoirs en papier là. C'est vrai, c'était émotionnel. Exactement. Je voulais par contre rajouter juste à ta chronique, c'est que voilà, c'est vrai, mais en ce moment, est-ce qu'on a un homme qui est né de la politique pour gouverner ce pays? Voilà la question. Qui est né de la politique? Exactement. Un vrai politicien pour gouverner ce pays. Il doit y en avoir quand même. Je suis un pur Algérois, je peux vous le dire. Je suis né même chez moi à Alger. Et dans les années 60. Alors, pour vous dire que je connais bien ce pays-là. Est-ce qu'on a un homme capable de gouverner ce pays? Non, on n'en a pas. On a bien vu ce qui... Boumedienne, mort, on s'attendait tous, parce qu'il a mis du temps pour mourir, paix à son âme. Chedli, il a été expédié ailleurs. ODF, on a vu ce qu'on a fait. On a ramené un mouton du Maroc pour le sacrifier en Algérie. Le reste, ils n'ont rien fait pour ce pays-là. Et on a un dicton chez nous là-bas qui dit vaut mieux un chacal rassasié qu'un chacal affamé. C'est vrai. La situation de ce pays à ce jour pousse à ce qu'on accepte ce qu'on a aujourd'hui que d'aller de pire en pire. Mais en même temps, il y a quand même plein de gens qui se battent. Enfin, si vous connaissez bien l'Algérie, vous devez également savoir que voilà, il y a quand même des gens qui ont envie d'une Algérie nouvelle et qui s'investissent, qui aspirent à mieux. Militent, voilà, qui militent et qui sont bridés. Et je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, ceux qui ont 25, 30 ans, c'est une jeunesse qui a vécu. Ils sont nés pendant la décennie noire. Oui. En plus, aujourd'hui, ils s'attendent rien de ce gouvernement. Et si ça doit, excusez-moi du terme, si ça doit péter encore une fois, ça va aller où? Donc ils sont obligés d'accepter le verdict. Ces gens-là, ils sont obligés d'accepter ce verdict. Bon, pas très réjouissant en tout cas, mon cher Rachid. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Merci à vous et soyez toujours les mêmes. On n'a pas y a pas de raison de changer. Merci beaucoup Rachid. Voilà. À bientôt. 01 40 33 9000, ce 5e mandat, est-ce raisonnable? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Vous êtes unanime à penser que non, évidemment. Et encore une fois, je précise et je rappelle, il ne s'agit pas là de faire le procès ou de bilan du président Abdelaziz Bouteflika.
Voilà, ça c'est, je le laisse à d'autres personnes qui seraient beaucoup plus habilitées pour le faire. Mais pour le coup, aujourd'hui, il s'agit de parler d'un pays qui est un grand et beau pays, l'Algérie. Bien sûr. Et qui, je pense, et mon avis est quand même partagé, je pense aussi, aspire à quand même être mieux représenté. Mais bien sûr. Et voilà, que ce pays soit, et je pense qu'il doit y avoir quand même un certain nombre d'hommes ou de femmes capables de pouvoir occuper ce poste et d'aller enclencher une diplomatie algérienne. Quand on voit ces images de Merkel qui est obligée de faire demi-tour parce que le président est malade, quand on voit la plupart des chefs étrangers qui viennent en Algérie qui sont pas reçus par le président parce qu'il est incapable de les recevoir, c'est pas possible, quoi. Bien sûr. Mais juste, je voudrais répondre quand même à ce qu'a dit Rachid, c'est que je suis d'accord avec lui que il y a une résignation, il y a cette impression là, mais d'un autre côté, je veux vraiment souligner l'action des gens qui font des choses au quotidien, qui s'activent, qui militent, qui organisent des espaces de parole, etc. Ouais. Et qui vraiment aspirent à quelque chose de mieux. Et il faut aussi donner du temps, c'est-à-dire qu'on ne donne pas suffisamment de temps à l'Algérie pour se construire une opinion politique, notamment au vu de son histoire. Voilà, la guerre civile en Algérie, c'était il y a pas si longtemps, c'était dans les années 90. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas confisqué par un certain clan, justement, parce qu'on parle souvent de clans qui détiennent le pouvoir en Algérie. Bien sûr qu'il y a des clans, mais je pense que dans un avenir peut-être plus ou moins proche, je peux pas prédire, mais en tout cas, un jour ou l'autre, le pouvoir passera aux mains du peuple, c'est clair et net. Et notamment, moi je travaille sur le mouvement d'octobre 88, et ce qui s'est passé, c'est que quand même, on a introduit le multipartisme en Algérie à ce moment-là, alors que c'était un État absolument verrouillé. Voilà, c'était comme un régime socialiste, avec un pouvoir, un État très militarisé, etc. C'est toujours le cas. Mais on avait quand même réussi à avoir cet acquis-là en 88. Et 88, c'était il y a 30 ans. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi condamner l'Algérie? Moi, c'est vraiment la question que je pose. Est-ce qu'il s'agit d'une humiliation qui est faite au peuple algérien que de proposer cette candidature d'Abdelaziz Bouteflika? C'est, pour moi, je dirais pas une humiliation, même si je comprends qu'on puisse se sentir humilié, mais d'un autre côté, oui, c'est une humiliation. Ouais. J'avoue, c'est une humiliation. Mais il faut pas tomber dans. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, faut aller au-delà de ça. Il faut pas vraiment lui accorder autant de valeur. On sait très bien qu'on est gouverné, moi je trouve, par des incompétents. C'est des incompétents qu'on a au pouvoir depuis presque depuis l'indépendance. Donc moi j'ai pas envie de me sentir humilié par quelqu'un dont je ne respecte pas les actions. Et quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un au pluriel, parce que ils sont plusieurs. Hein, c'est pas Abdelaziz Bouteflika qui depuis son fauteuil prend les décisions. Fares de la salle Saint-Cloud avec nous. Bonsoir Fares. Bonsoir à votre invité. Bonsoir Fares. Je le remercie pour la chronique. Franchement, il a très très bien résumé un peu la situation de l'Algérie. Merci. Et en fait, franchement, moi, j'ai 34 ans, j'ai jamais voté de ma vie, et j'ai honte de dire que je suis algérien, quoi. En fait, j'ai des neveux, ils ont 20 ans, ils connaissent que Abdelaziz Bouteflika. Ça veut dire, en Algérie, 40 millions d'habitants, on n'a pas un homme qui est capable de gouverner ce pays-là. Il y a que comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, il y a une guerre de clans, c'est des clans. Il y a le clan de Bouteflika qui tient les rênes maintenant, et on voit, en plus, quand on regarde, il y a que des vieux dans le gouvernement, qui des vieux, qui des 80 ans, 76 ans, le plus jeune il a 70 ans, 65 ans. Mais il faut pas avoir honte d'être algérien. Non, mais par rapport à la situation, moi ça me fait mal. Par rapport à la situation politique. J'aime beaucoup mon pays, c'est quand je dis j'ai honte d'être algérien, dans la situation, comme il a dit Christophe, on voit des présidents des autres pays qui viennent au pays et ils sont pas reçus. On voit un président pendant 5 ans, il n'a pas parlé à son peuple, quand même. Il faut pas qu'il le prenne pour des imbéciles, quand même. 5 ans, il n'a pas parlé avec nous, il n'a pas ni fait de campagne, ni machin, en plus il gagne à 90%. Et c'est un truc qui est même un débile qui réfléchit pas, c'est pas normal, c'est un pays qui est beau, qui est riche. Le peuple il devrait être aisé, il devrait être mieux que Dubaï, mieux que des Émirats. Si c'est des gens qui sont capables de gérer ce pays-là, on a beaucoup de richesses, je parle même pas de pétrole et de gaz.
on a de la jeunesse. On voit des lois et ils nous mettent des lois pour que l'immigration, ils prennent pas des postes. Il y a on voit, ça veut dire un mec qui est un Algérien, qui a de l'expérience à l'étranger, qui est compétent, il peut pas avoir un poste de haute fonction parce qu'il était à l'étranger. Merci Paresse, merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris votre colère. Tiens, je précise quand même qu'on a appris ce que je peux considérer une bonne nouvelle. C'est une ligne ferroviaire qui va être construite et qui va traverser les 3 pays, Tunisie, Maroc, Algérie. Oui, mais ça fait un peu longtemps, non, ce projet, non, mais apparemment, ça va venir à bout, là. Ça se concrétise, c'est bon, ça 2500 km. Ah, mais c'est mal, super, franchement, c'est super. Safia de Marseille, tiens, la vie d'une femme aussi, c'est important. Bonjour, Safia. Allô, oui, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Merci à la chronique de la demoiselle, j'ai oublié son prénom. Nargis, comment vous pouvez oublier un si beau prénom? Nargis. Nargis. Nargis, très très bonne chronique, cela dit, en effet, avec un bon petit résumé sur l'état actuel en Algérie. Je me permets, parce que effectivement j'ai vécu aussi sur Alger. Et en effet, en ayant vécu dans ce pays, donc il y a une grosse différence entre la société et sa gouvernance. Dans le sens où en effet il y a beaucoup de corruption, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a une corruption à tous les niveaux. Et malheureusement, aujourd'hui, en termes de politique, vous avez un pays qui est vrai jeune, avec une économie qui peut être très dynamisée, mais en effet qui est gouverné par des généraux. Donc il faut le savoir, comme disait l'autre auditeur, j'ai oublié son prénom, qui disait qu'en effet c'est gouverné par une sorte de mafia, entre guillemets. Oui. À côté de ça, vous avez une résistance de certains, de la population, qui ont tendance à vouloir se rebeller, etc., et à lever la parole. Et ce qu'on fait actuellement en Algérie, c'est qu'on achète la paix sociale. Voilà. C'est-à-dire que là, on fait quelques logements sociaux, on fait quelque chose pour justement essayer à ce que le peuple ne se rebelle pas. Et en effet, pour dire qui pourrait remplacer Bouteflika, moi j'ai entendu un petit peu certains échos, à part un homme qui n'est pas issu de la politique de base, mais plutôt de l'économie, comme le grand groupe Monsieur Reprab, qui est très connu, qui a beaucoup d'usines et qui est milliardaire. Je pense qu'il va se positionner sur ça. Après, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir faire de la politique en Algérie. C'est très très difficile. Même de la petite politique, on va dire, de quartier, entre guillemets. Alors, d'autant plus, j'ai beaucoup aimé Christophe quand il a donné l'exemple de Madame Merkel. Mais malheureusement, on en est très très loin. Déjà, les femmes, on doit se battre 10 fois plus en Algérie quand on est une femme. Alors, je peux même pas, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, au niveau. Ouais, vous avez des ministres, vous avez des femmes ministres en Algérie. Ah oui, mais elles ont été placées la plupart. La ministre de l'Éducation nationale, par exemple. Après, c'est existant. Mais c'est pour le marketing, on va dire. Mais c'est très très difficile. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que les gens et la société ils sont blasés. Oui, il y a une espèce de résignation qui est observable. Ah oui, complètement. On le ressent bien. Même au niveau économique, c'est très difficile pour vous dire. J'en suis partie parce qu'en effet, vous avez des montagnes devant vous. Qui se dressent parce qu'on a peur de perdre la main sur des acquis, des choses qui se sont appropriées depuis très longtemps. Donc en effet, ça quand on est moi pour ma part je suis franco-algérienne, c'est au départ j'y suis allée avec beaucoup d'entrain et j'ai été énormément déçue, et ce qui me fait plus de peine, c'est qu'il y a une minorité de gens contre une masse qui peuvent se soulever par rapport à un changement en Algérie. On y croit tous, mais en effet, la difficulté sur le terrain est très très palpable. Donc du coup, les gens sont résignés et n'ont plus la force aussi, parce qu'ils pensent à assurer aussi leur petite vie, leur petite entreprise quand ils en arrivent à en avoir une. Et c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Donc c'est vrai que malheureusement on en arrive à cet état de fait, et
qui est d'autant plus rageant, c'est quand on voit qu'effectivement l'Algérie commence à être gouvernée par 2-3 groupes économiques. Comme voilà. Merci Safia, merci beaucoup. On aurait beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup en tout cas. Depuis Marseille pour votre appel, ma chère Safia. On va prolonger un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'appels et beaucoup de gens qui souhaitent s'exprimer, donc on va prolonger. Et on n'en oublie pas notre sujet puisqu'on rappelle, un mariage sur 3 se termine par un divorce. On a besoin de témoignages de femmes justement qui sont malheureusement passées par là et qui élèvent leurs enfants seuls, et les difficultés d'élever leurs enfants seuls, mais aussi les papas qui sont privés de leurs enfants parce que il y a des disputes, des divorces qui se passent mal, et puis les mères qui n'hésitent pas, les ex en tout cas, qui n'hésitent pas à être parfois durs et proférer des allégations calomnieuses envers leur ex et ceux qui les privent de leurs enfants et qui goûtent donc à ce fameux un week-end sur 2. On en parle dans un instant. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nargis, et je vous invite vraiment à réécouter l'avis tranché de Nargis. Bel avis tranché, notamment au travers du podcast, que vous pouvez réécouter. C'est tous les soirs sur la page YouTube France Maghreb 2, et on vous les met aussi sur les réseaux de l'émission. Donc vraiment à réécouter ce bel avis tranché. Voilà, il n'est pas filmé parce qu'elle a pas voulu. Voilà. Parce que j'ai la grippe. Ouais, et elle a une sale tête. Voilà, c'est ça. Ouais, non, elle est très belle. Alors la question du jour, je vous la rappelle, donc Matignon qui aurait provoqué l'enquête sur les sources de Mediapart dans l'affaire Benalla. Selon vous, l'exécutif porte-t-il atteinte à la séparation des pouvoirs? Vous répondez à cette question que l'on vous pose sur la page Facebook de l'émission de la radio France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. On va un petit peu accueillir encore 2-3 auditeurs sur l'Algérie et sur cette question que l'on pose en toute tranquillité. Est-ce raisonnable ce fameux 5e mandat? Salim de l'Essonne est avec nous. Bonjour Salim. Salut Christophe, salut Nargis. Ah, salut. Elle est contente. On a retenu son prénom. Oui, moi, Salim. Personnellement, moi je pense que à un moment donné il faut savoir dire stop, parce que Bouteflika c'est quelqu'un qui est quand même très malade. Donc c'est quelqu'un qui quand même peut plus s'exprimer depuis pas mal d'années. Donc on l'a pas entendu depuis pas mal d'années. Mais le problème c'est que si ces gens-là veulent qu'ils se représentent, c'est peut-être pour faire comprendre à la population. Enfin moi c'est mon avis, moi c'est ce que je pense, parce que j'ai entendu ça dans un documentaire. C'est pour en fait faire comprendre à la population. Vous avez vu ce qui s'est passé en 91. Donc en gros c'est oui, de maintenir l'image de l'homme du consensus, quoi. Voilà. En gros il faut que ce régime perdure, et parce qu'en fait j'avais entendu dans le documentaire, il y avait une personne qui disait que c'est pas comme en Tunisie ou en Égypte. Une fois que ça se passe en Algérie, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 20 ans. Donc c'est ça le problème. Merci Salim pour ton avis. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Rappelons quand même qu'en 2014, pour le 4e mandat, déjà ça avait interrogé à l'époque, et on nous avait servi ce discours de la tentative de déstabilisation d'Algérie. On rappelle, en pleine guerre de Syrie, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Oui, c'était un autre contexte. Un autre contexte. Il est à la limite passé, mais le 5e mandat, on voit qu'il a quand même beaucoup de mal à passer. D'où notre question, est-ce bien raisonnable, de perdurer avec quelqu'un qui, rappelons-le, est malade et qui a fait ce qu'il a fait pour son pays. Et je pense qu'en même temps, pour le respecter aussi, ce serait bien de le laisser tranquille. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il est en train de casser tout ce qui peut rester de bon dans l'image de Bouteflika. Abdel est avec nous, et on prendra peut-être encore un appel sur l'Algérie avant qu'on parle de ce sujet de société, et ô combien important, parce qu'il nous touche tous, ou presque. En tout cas, on a forcément autour de nous des cas de divorce, et ces chiffres assez éloquents quand même. Un mariage sur 3 se termine par un divorce. On n'a pas forcément envie de se marier, mais il y a quand même des choses qui durent. Regardez, j'en suis l'exemple parfait. Abdel, bonsoir. Bonsoir. Moi, ce que je pense de Bouteflika, déjà, je pense que cet homme est un symbole. On lui doit un fauteuil de président tant qu'il est vivant. On n'a rien à dire. Tout simplement parce que quand cet homme était debout, il a donné la possibilité aux Algériens de voter. Et les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? C'est de voter pour des extrémistes complètement fous
C'était un vote légal, c'était un vote correct. Et la chose qu'ils ont fait, ils ont ramené le chaos. Les Algériens, en ce temps-là, il y a plus de 12 ans, ont été responsables de ce qui s'est passé à cause de leur vote en Algérie. Et cet homme avait mis une feuille de route. Et je pense que cet homme aujourd'hui, c'est un symbole. Et un symbole, on n'y touche pas. Parce que ce symbole, il est responsable de la stabilité actuelle en Algérie. Mais Abdel, moi j'entends, il n'y a pas de problème. Mais un si grand pays comme l'Algérie, est-ce qu'elle ne mérite pas d'être représentée par quelqu'un de valide, quelqu'un qui a toutes ses facultés physiques pour aller se déplacer, pour aller rencontrer des chefs d'État, pour parler à son peuple? Là, on a un président qui est absent, Abdel, et ça pose problème quand même. Et certains de la population algérienne parlent d'une humiliation. Non, parce que les gens qui sont autour de lui le respectent et ils font exactement sa feuille de route. Il faut pas oublier qu'autour pour comme Kadhafi, son père, ils ont dégagé. L'Algérie, elle a des terroristes à sa frontière, elle arrive à tenir tête parce que les hommes qui sont autour de Bouteflika respectent la feuille de route qu'il a mis. Maintenant, il faut le remercier de ce qu'il a fait, parce qu'il a fait. Il faut pas oublier que encore aujourd'hui, il y a des immeubles qui sont construits par millions et qui sont donnés aux Algériens sur la feuille de route qu'il a fait. Et cette feuille de route, elle est respectée. Maintenant, je pense que ce symbole et la stabilité actuelle en Algérie, après, une fois qu'il va mourir de toute façon, c'est clair. Je sais pas s'ils vont donner le droit de vote aux Algériens ou ils vont nommer automatiquement quelqu'un. Je n'en sais rien par des magouilles. Mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, la sécurité qu'il y a, la stabilité qu'il y a en Algérie, c'est grâce à lui. C'est une feuille de route qui est respectée autour de ces généraux, qui ont un très grand respect pour cet homme. Et tout ce qui est fait aujourd'hui, toutes les décisions qui sont faites aujourd'hui, ce sont des choses que lui voulait, que lui veut. Et je vous assure que c'est un respect. Moi, je pense qu'on doit à cet homme, n'oublions pas, qu'il a réglé le problème que certains pays autour de nous n'ont pas pu régler. N'oublions pas que les militaires se sont retrouvés avec des armes et les militaires algériens ont rejoint leur caserne tranquillement après cette guerre. Dans beaucoup de pays, ça s'est pas fait, hein, comme Kadhafi, d'autres pays, les militaires se sont retournés contre leurs dirigeants. En Algérie, ça s'est pas fait. C'est la preuve du respect du symbole de Bouteflika. Ce symbole, faut le préserver jusqu'à la fin. Et je demande, moi, bon, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais il faut avoir un respect quand même pour ce que cet homme a fait. Il a réglé le problème. Abdel, moi je pense que tu confonds. Pour le monde entier, les Américains demandent des conseils aussi aux Algériens pour le terrorisme. Abdel, je pense que tu confonds deux choses. On n'est pas là en train de parler du bilan d'Abdelaziz Bouteflika. On est en train de parler d'une situation aujourd'hui d'un pays qui s'appelle l'Algérie, qui est un grand et beau pays, et qui est à sa tête un président qui est malade, Abdel. Attends, laisse-moi finir. Est-ce que c'est pas lui manquer de respect que de le maintenir au pouvoir de la sorte? Est-ce que c'est pas lui manquer de respect, Abdel? C'est un peu comme Sharon en Israël. Ils nous ont pas dit qu'il était mort. T'as vu, ils l'ont gardé dans un lit d'hôpital parce que Sharon était un symbole pour Israël et il fallait attendre vraiment. La comparaison, elle est très limite, Abdel. Pardon. La comparaison avec Israël est très très limite quand on parle de l'Algérie, si tu me permets. Oui, bien sûr. Abdel. Quand Sharon était dans son lit d'hôpital, tu sais bien qu'il était mort, il était dans le coma depuis très longtemps. Mais c'est pas la même chose, non. On parle d'Algérie, on parle de Bouteflika. Ne viens pas me parler de Sharon. Ça n'a rien à voir. Non, je ne compare pas. C'est-à-dire que pour les Israéliens, Sharon était un symbole de stabilité. Ouais. Donc pour toi, Bouteflika est un symbole. Envers Bouteflika, c'est un symbole de sécurité, stabilisation du pays. Oui. C'est pour ça qu'ils veulent. Ils savent très bien qu'on sait qu'il est malade. Ils savent très bien qu'on sait qu'il ne bouge plus. Mais c'est un symbole. D'accord. Merci Abdel. Merci. Pour ton avis qui diverge un peu avec celui qu'on a pu entendre depuis le début, mais en tout cas voilà, il a le mérite d'exister. Et c'est vrai que ce genre de discours, voilà, on l'entend aussi. Mais alors, j'aimerais juste quand même qu'on s'attarde 2 secondes parce que c'est vrai qu'on nous parle de la concorde civile, Bouteflika. Il faut pas en oublier quand même le travail de Yamin Zerwal, qui a quand même commencé le travail. Et j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à l'oublier quand même, le travail de Yamin Zerwal. Oui, on l'oublie, mais je pense aussi parce qu'il faut passer à autre chose aussi. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec. Alors j'ai oublié le nom. Oui, il a certainement fait des choses. Il a mis fin à une situation de violence, etc. Mais tout comme Zerwal aussi. Mais
la question c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'il faut je voulais juste le remercier ou pas le remercier ou faire le bilan de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Vraiment, c'est vraiment parler d'une situation d'aujourd'hui. On est en 2019, on a des élections qui approchent, on a un homme qui est depuis 20 ans président de l'Algérie, qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika, et qui est dans une situation dramatique au niveau santé. Et l'Algérie, quand même, a de quoi aspirer à mieux en matière de président et de représentativité. A le droit, bien sûr. Mourad, qui nous appelle d'Amiens. Bonsoir, Mourad. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai eu du mal à vous avoir. Hein. Oui, c'est normal. Tu sais, dès qu'on parle d'Algérie, ça tremble. Est-ce que je peux dire un mot sur ce qui s'est passé hier, avant de dire mon point de vue sur l'Algérie? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Sur ce qui s'est passé pour le drame là à Paris, les personnes qui sont mortes. Oui. Baisse-moi ta radio, s'il te plaît, Mourad. Alors, donc, je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches. Oui, baisse-moi la radio, s'il te plaît, Mourad, parce qu'on entend le retour derrière, c'est désagréable. Merci beaucoup. Donc, alors, je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu bien sûr. Les proches. Comment dire, suite à ce drame qui est terrible dans le 16e arrondissement. À mon avis, il faudrait qu'il y ait une volonté politique en France de ne pas faire des économies sur la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, ils ont besoin de moyens financiers et de moyens humains. C'est ça. C'est vrai. Vous voyez, et c'est pas là, la santé n'a pas de prix. Vous comprenez? Des économies, il faut les faire ailleurs. Parce que aujourd'hui, il faut une prise en charge des malades, des gens qui sont malades. S'il n'y a pas de prise en charge, d'abord, il va y avoir encore des situations dramatiques et ça coûtera encore plus cher pour la société. Voilà Mourad, l'Algérie. Oui, alors je passe sur l'Algérie. Je dis que, moi je suis un opposant au régime algérien. Bouteflika, il est là. Ceux qui ont remporté une grande victoire sur l'islamisme, c'est le peuple algérien. Et surtout, je remercie les femmes. Ces femmes qui se sont battues contre ces barbares qui ont détruit l'Algérie. Bouteflika, quand il y avait tout ce problème-là, il n'était pas en Algérie, il était à l'extérieur. Vous voyez, je ne pardonnerai jamais à Zalhouni et Bouteflika qui ont tué 126 manifestants à Tizi Ouzou, avec des jeunes manifestants. La répression en Algérie, je la condamne. Je ne pardonnerai jamais à ce régime qui tue des manifestants et qui interdit les manifestations. Voilà. Aujourd'hui, Bouteflika, on le connaît. C'est l'homme de Côte-Tordue. Depuis 62, en 62, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était membre du conseil, ils ont mis en place Mbella. Après Boumediene, il était membre du Conseil de la Révolution. Ils ont tué Ken Blokasem parce que c'est un opposant. Ils ont tué Ridel parce que c'est un opposant. Tous ces assassinats politiques-là, je ne leur pardonne pas en tant que citoyen algérien. Voilà. Merci Mourad pour votre avis. J'appelle au boycott. Je remercie la dame qui vient d'intervenir. Elle est courageuse. J'appelle au boycott de cette élection qui est une mascarade. Parce que Bouteflika, il a tous les pouvoirs. En plus, les élections n'ont jamais été propres. Depuis 1962 à 2000, je connais le futur président. C'est Bouteflika. C'est pas la peine que je vote. Maintenant, s'il y avait le NDS, il y a d'autres partis politiques, en plus, le fils qui était anticonstitutionnel, normalement, il y avait une constitution qui disait tout parti politique qui utilise la culture à des fins politiques, et tout parti politique qui utilise la religion à des fins politiques est anticonstitutionnel. Et le fils, il a réussi à avoir l'agrément politique, et le RCD, il a réussi à avoir pour empêcher d'autres forces progressistes d'arriver au pouvoir. Voilà mon point de vue. Merci Mourad pour votre point de vue, en tout cas. Très tranchant, très tranché, pour le coup. Bon. On aura l'occasion d'en reparler, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui voulaient, en tout cas, intervenir à tout prix sur ce sujet et répondre à cette question. On est vraiment en train de se la poser. Et espérons quand même qu'il y ait peut-être un changement d'ici là et peut-être dû à sa sortie le 24 février prochain, c'est la date où il devra sortir. Peut-être que cet homme va dire non, ça y est, c'est bon, j'arrête. Voilà. Est-ce qu'il a encore les capacités de le dire? C'est la question que je me pose. Voilà. Et encore une fois, voilà, c'est absolument pas de faire le procès. Non. On constate juste qu'il est. Voilà. Son on est état là pour de santé. constater qu'il y a un président qui est dans une situation dramatique, qui est dans un état de santé qui s'est détérioré.
qui a fait un mandat sans parler à son peuple, quand même, ce qui est quand même hallucinant. Et voilà, donc est-ce bien raisonnable? On pourra se la poser de nouveau la question. Maintenant, j'ai envie qu'on parle d'un sujet un peu plus, alors je vais pas dire léger parce que ça peut être parfois dramatique, ma chère Nargis. On a tous autour de nous de plus en plus de divorces. On le constate, on l'entend, on le voit, et ces chiffres sont éloquents. Un mariage sur 3 se termine par un divorce. Le plus souvent, ça dure pas longtemps d'ailleurs. Et ça divorce pour un rien, pour un oui, pour un non. Alors, pas toujours. Quand même beaucoup. Voilà, c'est pour. J'ai un peu d'expérience et je peux te dire que voilà, ça divorce quand même pour rien des fois aujourd'hui. Mais force est de constater qu'il y a ces dames courageuses qui élèvent leurs enfants seules. On a beaucoup autour de nous de femmes qui portent le poids de la famille sur leurs épaules, leurs enfants. Parfois c'est difficile, notamment quand on a des adolescents à la maison. On en parle, vous témoignez au 01 40 33 9000. Parlons et n'oublions pas aussi ces messieurs qui après un divorce se retrouvent coupés de leurs enfants. Parce que parfois, vous savez, quand on divorce, quand on se marie, c'est parfois pour le meilleur et pour le pire. Mais on a toujours ces belles paroles d'amour, espérons-le. Et puis l'amour la frontière entre l'amour et la haine est très très mince. Et parfois des divorces qui se terminent mal, et parfois aussi des situations d'hommes qui se retrouvent coupés de leurs enfants ou qui se retrouvent à les voir que 2 week-ends ou un week-end tous les deux, un week-end par mois, voire même un peu moins pour certains. Heureusement, ce n'est pas la situation de tous, c'est que j'allais dire, la sagesse l'emporte parfois. On peut effectivement se séparer parce que ça va plus, parce que le couple ne va plus, et on peut quand même réussir à s'entendre pour les enfants. Faire la part des choses, ouais. Faire la part des choses, et donc la garde alternée est aussi quelque chose qui marche visiblement. En tout cas, venez témoigner, vous, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, vous qui avez connu donc cette situation du divorce et parfois de la reconstruction. Comment fait-on pour s'en sortir? Venez nous raconter votre quotidien, vos difficultés que vous rencontrez aussi avec vos enfants, et puis parler aussi, parce qu'il faut aussi le dire, il y a aussi des familles recomposées, et parfois des femmes, des hommes qui se marient, qui ont chacune de leur côté des enfants, et pour lequel ça se passe plus ou moins bien, pour lequel ça se passe très bien. Vos témoignages, là aussi, 01 40 33 9000. De quel œil vois-tu tout cela, ma chère Nargis? Toi qui n'es pas encore mariée, toi qui n'as pas encore goûté aux joies ou aux peines du mariage, je ne sais pas. De quel œil je vois le divorce? De quel œil tu vois ces situations? Parce que je suppose qu'autour de toi, tu as forcément des exemples. Oui, bien sûr. Je trouve ça triste qu'il y ait cette situation, qu'il y ait de divorce, ce nombre de divorces aujourd'hui dans la société française. J'ai pas trop d'avis là-dessus. En même temps, en fait, ce qui me peine le plus souvent dans ces situations, c'est la situation des enfants, en fait, qui souvent se trouvent un peu tiraillés entre le père, la mère. Donc c'est plus, je suis plus touchée par la question des enfants. Mais est-ce qu'à ton jeune âge, par exemple, tu vas mûrir davantage ta réflexion quant au mariage, quant à faire des enfants? Non, je pense pas. Non. Je pense que ça peut très bien se passer. Pas forcément aveuglé, mais en tout cas, je me laisserai guider par l'amour aussi. Espérons-le, c'est beau. Je pense que c'est au cœur des relations, d'un mariage, l'amour, c'est ça qui est important. Oui, justement. Oui. Alors, 01 40 33 9000, Kamel qui a envie de témoigner. Bonsoir Kamel, de Montreuil. Oui, bonsoir, je voulais parler de l'Algérie, mais je respecte ce que tu as dit, on arrête avec l'Algérie. C'est gentil Kamel, merci beaucoup Kamel. Merci mon capitaine. Alors. Donc voilà, déjà dans un couple, on n'a pas les mêmes attentes. Une femme, elle cherche une sécurité pour fonder des enfants, tandis qu'un homme, il n'a pas les mêmes attentes que la femme dans le couple. Deuxièmement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais, voilà. Vas-y Kamel, je te vois venir. Donc, non, mais tu me vois venir ou pas, c'est, voilà. Non mais vas-y, dis-nous. Comment ça se fait qu'un homme, il fait accéder à la propriété, il remplit le frigo, il paye les charges, la dame, elle paye même pas les loisirs, et qu'ensuite, elle appelle son mari, sa carte, elle passe pas. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça sent le vécu, Kamel, non? Non, du tout. J'ai jamais payé de pension. J'ai divorcé, mais j'ai jamais payé de pension. Bon, quand on propose à une femme, on fait une rencontre, on propose à une femme le mariage religieux. Alors que la religion, pour la femme, elle te parle de religion, elle te dit que c'est important, c'est capital pour elle la religion. J'entends bien. Mais elle ne veut pas parler de mariage religieux. Il faut obligatoirement passer par la mairie. Ce qui est logique, Kamel. Ce qui est logique. Non, mais je vais t'expliquer. Non, mais Kamel, il faut qu'on arrête. Alors, justement, ça tombe bien. Tout est dans le calcul. Non. Oui, de votre côté, vous les hommes, oui. Ça, c'est du côté du calcul, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on le dise parce que
Ça tombe bien que t'en parles, Kamel. Ça tombe bien que tu ouvres cette parenthèse parce que combien de femmes qui se sont retrouvées... Attends, laisse-moi finir, Kamel. Je t'ai laissé parler, pardon. Combien de femmes se retrouvent aujourd'hui dans des situations dramatiques parce qu'elles ont fait le choix de faire le mariage religieux. Le mec, du jour au lendemain, s'est barré. Il l'a laissé toute seule à élever les gosses. Il lui paye pas de pension. Il s'est barré. Rien à faire. Au moins, quand vous vous mariez à la mairie, vous avez une sécurité. Il y a la loi. D'accord, Kamel, il faut pas, et en plus de toute façon, un mariage religieux, et certains imams le disent d'ailleurs, tant que vous... Non, pardon. Un mariage religieux qui se passe très bien. Oui, mais non, d'accord, j'ai pas dit le contraire. Sauf que aujourd'hui en France, les imams n'ont pas le droit, il faut le dire, ils n'ont pas le droit de pratiquer un mariage religieux s'il n'y a pas un acte, un acte de mariage de la mairie ou d'un notaire. Il faut le savoir, ils n'ont pas le droit, ils sont soumis à des poursuites judiciaires, d'accord? Il faut le savoir, voilà. Non, il y a 2 poids 2 mesures, Kamel. Non, il n'y a pas 2 poids 2 mesures, Kamel. Il faut se mettre à la place de certaines qui se sont retrouvées dans la merde à cause de ça. Christophe, l'argent c'est le nerf de la guerre. Oui, peut-être. Non, mais il n'y a pas que l'argent. C'est pas le nerf de la guerre, Kamel. On a aussi des valeurs. Il y a un couple, c'est pas la guerre, hein. Je veux juste faire la parenthèse. Bon, merci mon Kamel. À bientôt. Mais bon, là tu m'as énervé là, Kamel. Je te le dis tout de suite, tu m'as énervé. Non mais parce que c'est caricatural en plus. Les femmes calculatrices qui courent après l'argent, enfin. Nargis, combien de femmes j'ai vu se retrouver dans la bon, je vais pas utiliser ce terme parce que, mais vraiment dans de grosses difficultés parce que elles ont fait ce mariage religieux et elles l'ont fait de bonne foi. Je veux dire, il y a pas de problème. Et elles se retrouvent aujourd'hui avec un mec qui a complètement quitté le domicile, qui l'a laissé dans la merde en train d'élever ses gamins que lui ne reconnaît même pas et qu'il est parti, il s'en fout. Et aujourd'hui, elle se retrouve à devoir aller justement travailler, voire même faire plusieurs boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Il faut juste qu'on arrête 5 minutes. Il faut juste qu'on soit raisonnable. La femme, l'homme, on ne joue pas avec un couple. C'est pas un jouet de mariage. Oui, mais c'est pour ça aussi que c'est important dans le choix aussi du conjoint, voilà, de regarder dans la même direction, d'avoir les mêmes intérêts, parce que je pense qu'on peut pas se laisser surprendre à ce point. Enfin, je porte pas de jugement, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut faire confiance à un homme et puis finalement ne plus le reconnaître 1 ou 2 enfants plus tard. Enfin, je pense qu'il y a aussi, faut aussi bien interroger la relation de couple avant peut-être de s'engager dedans. Oui, et surtout, voilà, je le rappelle parce que c'est important et c'est véridique. Hein. Aujourd'hui, un imam n'a pas le droit de vous marier religieusement s'il n'a pas la preuve que vous êtes passé par la mairie. Les imams, normalement, s'ils sont de bonne foi, refusent. Ils n'ont pas le droit, c'est interdit. Et ils sont soumis à des poursuites judiciaires, il faut le savoir. Donc, parce qu'il y a eu tellement de drames qu'on ne peut plus laisser passer ça. Je veux dire, quand on veut se marier, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un jouet. Quand on fait le choix de se marier, on fait le choix d'avoir des enfants, c'est pas comme une envie d'aller aux toilettes hachek. D'accord? Non mais au moment il faut parler quand même clair, quoi. Non mais oui, t'as raison. Voilà, moi personnellement, je me suis marié, ça n'a pas été un coup de tête, j'ai pris le temps de réfléchir et alhamdoulilah aujourd'hui ça va. J'ai un enfant, ça fait 18 ans que ça dure, et alhamdoulilah jusqu'à la fin de ma vie, parce que moi je suis pas marié pour divorcer demain. Bonsoir Fatima. Allô, bonsoir. Bonsoir Fatima, vous nous appelez d'où Fatima? 93. Fatima, on vous écoute. Je peux parler arabe? Ça m'arrangerait que vous parliez français parce que je le maîtrise pas l'arabe, donc. Ouais, moi, si je connais une dame. Et le mari même pas n'a pas de droit, il parle. C'est la belle-mère, c'est elle est sortie le soir. La pauvre, elle est mariée religion, sans les papiers. Elle est sortie le soir à 10h le soir et le mari même pas parler rien du tout. Et la belle-mère, c'est elle, il commande, c'est pas le mari. Il est marié. Et c'est la femme qui fait tout. Le mari donne même pas la dot, le mariage, il fait rien. La belle-mère, rien du tout. Et à la fin, il travaille pas, il ouvre la porte, il dit sort le soir à 10h le soir. Voilà. Merci Fatima. Voilà, bah oui, mais voilà, il y a de tels drames. C'est vrai qu'il faut aussi faire attention. Je veux dire aussi, vous mesdemoiselles, vous qui allez peut-être vous marier, vous messieurs aussi, prenez le temps de vous connaître. Ne vous mariez pas sur un coup de tête. Encore une fois, le mariage c'est pas un jeu. On se marie pas parce que on veut échapper à une situation ou parce qu'on est pressé d'avoir son indépendance. Non. Parfois, le fait d'être pressé d'avoir son indépendance, c'est d'aller encore plus,
comme le dit Fatima, hein, peut-être soumis aussi après à une belle-mère ou à une situation familiale que vous allez regretter plus tard. Donc vraiment, prenez le temps. C'est très important. Il faut aussi pas se soumettre aussi à la pression sociale, je pense, parce que je pense notamment aux femmes qui, aux femmes qui ont la trentaine, à qui on dit bon, bah alors c'est pour quand? Non mais c'est pas grave ça, on a le temps. Non mais il y a quand même une pression sociale et je pense qu'il faut vraiment pas y céder. Moins peut-être qu'auparavant. Je pense qu'elle est toujours là. Hein. Ouais. Peut-être moins qu'auparavant, mais en tout cas, il y en a toujours une. Hein. Non, on a le temps. Franchement, on a le temps. Oui, il faut prendre le temps d'avoir le temps de prendre le temps. Laïda est avec nous. Bonsoir Laïda. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Nargis. Bonsoir. Moi, je vais rejoindre Christophe tout à l'heure. Moi aussi, j'étais énervée quand j'ai entendu Calade. Oui, m'a vraiment énervée. D'ailleurs, pour le coup, je sais quoi dire. Effectivement, pour moi, mariage religieux, c'est égal à mariage civique. Pour moi, ça va de soi. Et puis je pars du principe que effectivement on se marie, donc c'est pour le pire et pour le meilleur. On est d'accord, mais voilà, donc c'est pas question d'argent ou quoi que ce soit. Donc voilà, et quand j'ai compris où il voulait en venir Kamel tout à l'heure, mais non, il n'y a pas que l'argent dans la vie, comme tu l'as souligné Christophe. Et je voulais aussi soulever un autre point. Quand tu disais tout à l'heure aussi, Christophe, les gens se divorcent pour un oui ou pour un non. Ouais. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'entends autour de moi des gens qui divorcent pour un rien. Quand on leur demande pourquoi en fait tu divorces, mais c'est pour un tout. Mais au final, ils sont incapables de donner la bonne raison. Et je voulais aussi dire par rapport à nos parents, au lieu de nos parents. Nos parents ont suivi beaucoup de choses. Et surtout, je pense à la maman qui en a pris, qui en prend beaucoup aussi sur elle. Et c'est les couples qui durent, finalement, quand on réfléchit bien. Moi, mes parents, ça fait pratiquement 45 ans qu'ils sont mariés. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, voilà, c'est pareil partout. Mais il s'agit pas de dire que le divorce c'est mal, hein. Attention, parce que le divorce, parfois, ça résout bien des solutions, hein. Attention. Mais, en fait, non, quand je dis ça, c'est par rapport à ce que tu disais, oui, bien sûr. Ouais. C'est le fait qu'on se marie, on divorce pour un oui, pour un non. Bah, surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Posons-nous le vrai problème, parce qu'au final, c'est les enfants aussi qui en payent les conséquences. Bah, évidemment. Et ça, faut pas oublier ça. Et voilà. Si vous devez divorcer, faites-le intelligemment et entendez-vous au moins pour les enfants. Ayez le respect pour vos enfants, quoi. Voilà. Ouais, on est d'accord. Merci ma chère Laïla, en tout cas, pour votre témoignage et à très vite. Mais derrière, au revoir. Voilà. Bon, je vois qu'il y a du boulot. On remettra ce sujet sur la table, là, parce que quand même, il y a du boulot. Hein, il y a du boulot à vous écouter et je suppose qu'il y a beaucoup de témoignages à recueillir. Dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2, ça passe super vite quand on est bien accompagné. C'est le cas aujourd'hui avec Thomas Charnargis. Et vous, un plaisir. De plus en plus à nous écouter. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous nous le faites savoir. Pas besoin de médiamétrie pour le savoir, nous. Voilà, il y a le ressenti du terrain. Vous êtes là, le terre-terre, tous les jours, un peu plus, à nous rejoindre et à faire passer le message. Parce que vous aussi, vous avez ce rôle. Le Grand Forum, c'est votre émission. L'émission des libertés d'expression, on parle de tous les sujets, vous voyez, on peut parler politique, comme on peut parler de sujets ô combien importants qui nous concernent tous et toutes. Et en tout cas, j'ai un seul mot à dire, le meilleur pour vous tous, que vous soyez mariés, divorcés, futurs mariés ou pas. L'essentiel, c'est vraiment de kiffer votre vie et kiffer-la à mort. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Bah, non mais c'est vrai, franchement, faut qu'on soit raisonnable. Hein, c'est important, ma chère Nargis. Oui, bah bien sûr. D'ailleurs, le jour où tu te maries, tu me préviens. Bah oui. Ça, j'ai fait une enquête, mais A plus B sur le mec, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vas faire un rapport détaillé. J'ai envie que tu tombes sur quelqu'un de bien, toi, quelqu'un qui te respecte. Ça va, oui. Non, parce qu'on va se parler franchement, les amis. On est là pour ça, dans l'émission. Et parfois, on peut ne pas être d'accord, mais on le fait avec toute tranquillité, on débat ensemble. Aujourd'hui, quand je dis les mariages religieux qui ont vraiment se sont multipliés, on va faire simple, hein. Pour un homme, c'est super simple. C'est bien. C'est-à-dire, on se marie, on passe devant l'imam, ça y est, on est marié, on consomme le mariage, et une fois que j'en ai marre, je me casse. Et je te laisse dans la merde. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement, dans beaucoup de cas. Et il faut que cela cesse. Francis est avec nous, nous appelle de Corbeil. On est obligé de zapper le zapping parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc forcément, priorité à vous, chers amis auditeurs. Francis de Corbeil-Essonne. Bonjour. Bonjour. Christophe. Bonjour Nargis. Écoutez, moi je vais dire juste deux mots. La société arabo-maghrébine, si on veut, ou musulmane, c'est une société maso qui prime l'homme sur la femme. D'ailleurs, à la naissance,
on va dire, Francis, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas un garçon, c'est le drame. Francis, donc je peux pas c'est toujours l'homme qui prime. Oui. Je peux pas te laisser dire ça parce que j'ai aussi beaucoup de cas de concrets, vraiment d'hommes qui s'impliquent, mais grave à la maison, quoi. Faut me laisser juste terminer. Ouais, pardon. Et Christophe, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. D'accord? Ouais, vas-y, je t'en prie, Francis. Voilà, donc c'est toujours l'homme. Et quand il y a un frère dans la maison, c'est le second après le père, donc c'est lui qui décide. Et la femme, elle est toujours mise de côté, opprimée. Et la femme, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour cuisiner, s'occuper des enfants, faire des enfants et fermer sa gueule. Donc moi je dis, c'est un peu caricatural, mais bon. Pour le divorce, je dis qu'il faut protéger au maximum, je dis bien, au maximum par les lois, la femme divorcée, elle et ses enfants. Oui, ça on est d'accord. Voilà. Ouais. Il faut la protéger parce que l'homme, il va trouver une autre parce que sa mère va lui dire, oh, divorce là, oh, les jette là, je t'en trouverai 10, il y en a partout, etc., etc. Et la pauvre femme, elle va se retrouver toute seule à la rue avec ses enfants et c'est ce qui se passe maintenant. Merci Francis de Corbeil-Essonnes. Mariam qui est avec nous. Bonsoir Mariam. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où Mariam? Je vous appelle de Créteil. De Créteil. Soyez la bienvenue Mariam, on vous écoute. Merci. Du coup, donc le thème de l'émission, c'est le divorce, c'est bien ça, hein? Ouais, enfin c'est tout ce qui tourne autour. Ces chiffres éloquents, quoi. Un mariage sur 3 se termine par un divorce. Et la difficulté que peuvent avoir certaines femmes ou certains hommes aussi après un divorce à prendre en charge la famille, se reconstruire parfois, pour le meilleur en tout cas des fois se remarier, voilà. Bref, Mariam, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Donc en fait, moi mon avis sur cela, c'est je pense que c'est dès la plus tendre enfance, dans le sens où en fait on nous apprend aujourd'hui dans la société à penser qu'à soi, être individualiste, et du coup on pense qu'à soi, que ce soit les études, etc. Et du coup à un moment donné dans la vie, on arrive et puis paf, on nous dit il faut se marier, voilà, c'est le cours, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et du coup les gens aujourd'hui se retrouvent à partager leur vie, devoir penser avec l'autre, faire les choses avec l'autre. Et je pense que beaucoup de gens se heurtent à ces difficultés-là parce qu'ils ont pensé auparavant que à leur propre personne et finissent par tout simplement à devoir penser à deux. Et je pense que c'est une des difficultés aujourd'hui de notre société. Ce qui fait que dès que la personne se heurte à celle en face, enfin son compagnon, sa compagne, qui n'est pas d'accord sur telle chose ou telle chose, et on se dit c'est bon, je divorce, j'en ai marre. Et puis voilà, il n'y a plus ces compromis ou le fait de se donner à l'autre facilement, dans le sens où on va faire plus, on va se dire c'est pas grave, etc. Là on est vraiment trop, je trouve, centré sur soi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui moi je pense que c'est une des causes des grands, de beaucoup de divorces aujourd'hui au sein de notre société. Vous êtes mariée, Mariam? Oui, je suis mariée, oui. Et ça se passe bien? Oui, très bien, oui. Mais moi, c'est surtout autour de moi que je vois ça. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Merci en tout cas, Mariam, pour votre appel et très intéressant pour cette réflexion sur cette individualité en fait qui est remarquable, c'est vrai. Il y a aussi cette fameuse pression sociale dont parlait tout à l'heure Nargis. Quand vous avez 24, 25 ans, vous n'êtes toujours pas marié, il y a cette espèce de pression familiale, pression aussi des amis en disant mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es pas marié, nanana. Il y a aussi cette pression qu'il faut pas nier, voilà. Et parfois, oui, c'est vrai. On est vraiment dans une société qui est censée avoir évolué. Et pourtant, on a encore ces choses un peu ancestrales où voilà, oui, à tel âge, il faut absolument être marié. C'est vrai que ça aussi, ça pose problème. Et du coup, beaucoup de gens se marient pour se marier et se rendent compte que c'est pas la bonne personne, où il y a trop de divergences et ou alors d'où l'importance de bien apprendre. D'où l'importance de bien apprendre à se connaître et de pas être pressé de se marier. Oui. Voilà, c'est très important, parce que très important. Voilà, l'homme parfois peut savoir, j'allais dire, se cacher ses défauts pendant un temps, mais quand ça devient un peu long, quand même, il a du mal à les cacher. Et voilà, il faut pas attendre que effectivement il vous passe la bague au doigt pour découvrir que ce mec-là, il est vraiment tout autre que ce qu'il vous avait dit. Non. Voilà. Là pour le coup, ce sera trop tard. Là pour le coup. Voilà, c'est ça. Non, pas trop tard, oui. Après, on divorce, quoi. Mais bon, tout ça pour ça, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Mariam. Et bonne soirée à vous. Passez une bonne soirée, merci bien. Pareillement, merci beaucoup, Mariam. Bon,
On va remettre ce sujet sur la table parce qu'il y a du boulot, hein. Franchement. Ouais. Il y a du boulot. On a besoin de vous entendre aussi, de nous faire partager vos témoignages. Et en tout cas, important de prendre le temps de bien connaître la personne avec qui on va se marier. Si on peut donner peut-être un conseil, si tant est j'aime pas trop en donner des conseils, mais donner en tout cas notre avis sur le sujet, de bien prendre le temps de connaître la personne avec qui vous allez passer une partie de votre vie, avec qui vous allez construire une famille. Et voilà, il y en a qui se sont trompés, hein, l'erreur est humaine, mais comme je le dis souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Quelle belle parole. Ouais. Bon, en tout cas, toi, en tout cas, j'espère que tu seras bien accompagné. Inch'Allah, oui. Bon. Ma chère Largis, merci beaucoup. Merci à toi, merci aux auditeurs, aux éditrices qui ont appelé. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Et voilà. Et puis à très vite maintenant, hein. Ça y est, t'es sur Paris, voilà, tu reviens maintenant. C'est ça, maintenant je suis de retour. Bon, super. On a hâte de te retrouver et surtout d'écouter la nouvelle chronique de Nargis. À réécouter en podcast, n'hésitez pas sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne France Maghreb 2. Bonne soirée à tous. À demain 16h pour la récap, puisque demain c'est vendredi déjà. Merci d'écouter France Maghreb 2. Il est exactement 18h01 sur France Maghreb 2 à Paris, comme partout ailleurs en France. Le rappel de l'actualité, Marc Salbert pour le Flash. Bonsoir Marc. Bonsoir. Le Brexit aura lieu dans les temps, c'est ce que promet Theresa May après une série de rencontres à Bruxelles avec les responsables de l'exécutif européen. De son côté, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a indiqué qu'il n'y avait toujours aucune percée en vue. La sortie de l'Union est normalement prévue le 29 mars. Changement de ton à Rome à la suite du rappel de l'ambassadeur de France en Italie. Nous sommes tout à fait disposés à rencontrer le président Macron, explique Matteo Salvini, qui ajoute ne vouloir se fâcher avec personne. Ce rappel, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été justifié par le Quai d'Orsay par une série d'attaques, d'accusations et de provocations de la part du gouvernement italien. Emmanuel Macron exhorte les jeunes à se saisir du grand débat. C'est votre devoir, a-t-il expliqué aux lycéens, étudiants et apprentis venus le rencontrer à Étang-sur-Arroux, en Saône-et-Loire. J'ai besoin d'entendre vos convictions, vos doutes et vos interpellations, a continué le chef de l'État, qui est accompagné de Jean-Michel Blanquer et de Muriel Pénicaud. Manifestation de fonctionnaires cet après-midi à Paris. Ils étaient des milliers à défiler à l'appel de Force ouvrière pour réclamer des hausses de salaire et dénoncer la réforme que prépare le gouvernement. Une réforme qu'ils jugent révélatrice du mépris de l'État envers ses fonctionnaires. Résultat encourageant pour les 800 000 diabétiques coachés par la Sécu. Ils participent à un programme d'accompagnement incitant les patients à améliorer leurs habitudes de vie. Depuis son lancement il y a 10 ans, il a permis de réduire le nombre d'hospitalisations ainsi que les complications liées à la maladie. Enfin, l'ouverture aujourd'hui du Festival de cinéma de Berlin. C'est un film danois qui lancera la compétition. 17 films sont en lice pour l'Ours d'Or qui sera remis par Juliette Binoche le 16 février. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.